Bonjour mes amis, dans l'épisode 2 que j'ai intitulé « Comment la Russie en est-elle arrivée là ?», on va analyser d'une façon équitable comment se formait la Russie. Et la première chose qu'il faut mentionner est que la Russie n'a pas été un empire classique, tandis que l'Occident pompait de ses colonies des ressources colossales, assurant la prospérité de très peu de gens, même pas tous ses habitants, car même après la Seconde Guerre mondiale, en 1950, en Grande-Bretagne, on prenait des enfants de familles pauvres et les envoyait sans accord de leurs parents en Australie dans des familles adoptives. C'est ce qui s'est passé. En réalité, les biens du monde occidental libre et démocratique ne se répandaient pas sur tous les Britanniques. La Russie n'a pas été un tel empire. Si vous regardez des annonces dans les journaux du début du XXe siècle, vous verrez par exemple « épouserait un aristocrate caucasien ». On voit alors que les ressortissants du Caucase, soi-disant une colonie de la Russie, étaient au contraire bien accueillis, privilégiés, somme toute considérés comme êtres humains, et avec qui sortaient volontiers toutes sortes de racoleuses de sympathie. Aussi bien nous connaissons les ressortissants de la petite Russie, la Pologne, qui était haut placée dans l'hiérarchie de l'Empire russe et se comportait à merveille. Je ne parle déjà pas des Allemands et d'autres étrangers. Ça n'a donc aucun rapport avec la nationalité. En fait, en conquérant de nouveaux territoires, l'Empire russe, on ne sait pas pourquoi, n'exterminait pas leur population, comme l'ont fait les Américains avec les Indiens, mais préservait les petits peuples minoritaires, c'est-à-dire en propageant l'idée russe basée sur d'autres valeurs. Je n'évoquerai pas davantage la question de ces valeurs, sinon on risque de dévier de notre sujet principal. Notons seulement qu'elles existent et diffèrent de celles qui étaient implantées par l'Empire britannique dans ses colonies. Mais au début du XXe siècle, la Russie a commis deux erreurs capitales. La première est qu'elle a décidé de suivre le modèle occidental. La seconde se rapporte au rôle de la personnalité dans l'histoire. Tout en se gardant d'évaluer la personnalité de Nicolas II, il faut bien reconnaître le fait que tout en détenant tout le pouvoir dans l'Empire russe, il n'a pas pu retenir ce pouvoir. Il a laissé les tendances destructives, copiées du modèle occidental, prendre racine et donner des germes. Nous nous rappelons les trois premières doumas d'État qui ont saboté le système de l'intérieur, au milieu de l'instabilité, des guerres incessantes et des mouvements révolutionnaires dans le pays. Et ces tendances, il les a renforcées avec cette fronde ayant des pouvoirs d'État et par surcroît proche du trône. Je ne parle déjà pas de Raspoutine, c'est de la folie. Dans cette situation au sommet du pouvoir, on a un tel marasme. Et finalement, alors que déroulait la Première Guerre mondiale, au lieu de fusiller les conspirateurs contre l'État, ce qui aurait été normal d'après toutes les lois de temps de guerre, au lieu de cela, on voit arriver une révolution bourgeoise, en pleine guerre mondiale. Ici, je ne veux même pas discuter les questions comme Nicolas II a-t-il abdiqué ou pas, son abdication était-elle contrefaite ou pas, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que dans le pays, qui a presque gagné cette guerre, il se passe un coup d'État, le tsar et commandant suprême est éliminé du pouvoir, et le pouvoir passe au gouvernement faible de bourgeoisie, qui n'est pas capable de gouverner quoi que ce soit. On forme une institution de commissaires dans l'armée, on parle de fraternisation, de ficher la baïonnette en terre. Je me rappelle comment les bolcheviks essayaient de tirer cette couverture à soie, mais ça n'avait aucun rapport ni avec le gouvernement provisoire, ni avec ce qui se passait sur les fronts. C'est arrivé déjà après la débâcle. Mais ce ne sont pas les bolcheviks qui ont commencé tout cela, étant alors minoritaires dans l'hiérarchie des différents partis de l'époque. Et voilà donc le gouvernement provisoire qui, en 6 mois, arrive à tout délabrer. Remarquez ce qui se passe sur le territoire de la petite Russie que nous sommes habitués à appeler Ukraine. À Kiev se forme la Rada centrale, Conseil suprême, qui proclame la RPU, République populaire ukrainienne. Se forme pendant la Première Guerre mondiale. Se forme sous le régime du gouvernement provisoire. La Rada, dont les 2/3 constituent les ressortissants de Galicie, qui en ce temps appartient à l'Autriche-Hongrie, ennemi de la Russie dans cette guerre, y compris le dirigeant Rouchevski de l'université de Lvov, lui aussi connu sous les noms de Léopold ou Lemberg. Il est clair donc quel était leur but, détruire la Russie, ennemi de l'Autriche-Hongrie. En pleine guerre mondiale, ils proclament la RPU. Le gouvernement provisoire la considère comme une partie de l'Empire russe, une sorte de formation fédérative qui ne prétend en aucun cas à la Galicie, qui appartient à l'Autriche-Hongrie et qui ne fait pas partie de la RPU, qui ne prétend ni à la Crimée, ni au Donbass. C'est justement
ce petit territoire limité d'Ukraine centrale, très modeste, qui doit saboter et affaiblir la Russie. Et ce n'est qu'après, sur les débris de l'Empire, quand la défaite dans la Première Guerre mondiale devient réalité, les bolcheviks arrivent au pouvoir. Un parti de 40 000 personnes prend le pouvoir parce qu'il possède une idéologie et proclame des slogans clairs que les gens comprennent. Et ça n'a pas d'importance s'ils ont raison ou pas. D'une façon ou d'une autre, ils sauvent la Russie. On peut ne pas y consentir, on peut les blâmer, on peut raconter que nous étions baptisés avec des pentagrammes, mais le fait est que les bolcheviks ont sauvé la Russie. Et ils ont fait pas mal de fautes, qui ont amené finalement à la destruction de l'URSS. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ayant pris le pouvoir, vaincu les ennemis extérieurs, l'intervention alliée avec les puissances de l'entente, finie avec la guerre civile, les bolcheviks sont arrivés, à l'aide d'une idéologie, à réunir le peuple à ce point qu'il s'est rassemblé autour du pouvoir malgré tous ses défauts. Ils ont réussi à faire un élan colossal qui leur a permis finalement de gagner la grande guerre patriotique. Guerre non seulement contre Hitler et l'Allemagne nazie, mais contre l'Europe ralliée, dont la France faisait partie. Et les Français combattant pour Hitler étaient plus nombreux que ceux qui étaient avec le général de Gaulle. Et il y en avait pas mal d'autres, polonais, italiens, et la production des usines tchécoslovaques Skoda, pas besoin d'énumérer davantage, tout est clair. On a gagné malgré tout. Et encore, on a reconstruit le pays dans un minimum de temps. Mais on a commis une erreur, une seule, toute naturelle, mais qui a été néfaste. Ayant remporté la victoire dans la Grande Guerre patriotique, Staline n'a pas renoncé à la division de l'Union soviétique en républiques nationales, n'a pas supprimé cette division. Il n'a pas déclaré qu'il y avait désormais un peuple russe uni. Enfin oui, russe, parce que russe, c'est pas une nationalité. Ça n'a jamais été une nationalité. Bien que les nationalistes russes y accrochent toujours. Un jour, j'ai déjà cité l'exemple de Renshield, général suédois, qui en 1706 avait capturé beaucoup de Russes et les avait fait fusiller. Il y avait eu parmi eux beaucoup d'officiers d'origine allemande. On leur avait proposé de se mettre de côté. Ils avaient répondu « Nous sommes Russes ». Voilà pourquoi Russe, c'est pas une nationalité. Donc Staline ne l'a pas fait. Le parti communiste, en tant que dictateur, ne voulait pas de concurrence. Et le peuple russe, auquel Staline levait son verre, était une alternative au pouvoir idéologique, parce qu'il existe ce mode de pensée russe. Voilà pourquoi, en Russie, il n'y avait pas son propre parti communiste, tandis que toutes les républiques nationales avaient leur constitution, leur droit à la séparation et leur propre parti communiste. C'est-à-dire, il y avait une verticale du pouvoir permettant d'adhérer au sommet du gouvernement de l'Union soviétique. Et le parti communiste de la Fédération de Russie n'existait pas. On pouvait émerger de les cellules locales, remonter au niveau de la région, mais pour aller plus haut, cet ascenseur social ne fonctionnait pas. Mais il marchait bien dans les républiques nationales, où l'on chérissait les cadres nationaux. Avec l'arrivée de la perestroïka, on adopte de nouveau un modèle occidental. On y apporte des mécanismes de marché qui certes étaient indispensables, mais sous contrôle du parti. Et le parti, en ce moment, était dégénéré. Je peux citer ici un exemple. Rentré du service militaire avec une mention, j'arrive dans mon université. On me dit, tu vas être secrétaire du comité du Komsomol du cours. Qu'est-ce qui s'est passé? En une année, je me suis brouillé avec le comité du parti, celui du cours, de la fac et de l'Uni. Pourquoi? Parce que l'appareil du parti s'était transformé en appareil administratif. L'idéologie n'y était plus. Ils exécutaient mécaniquement des ordres insensés. J'arrive après le service militaire, mauvaise tête comme on dit, et voilà qu'on se met à me raconter. On fait venir 100 exemplaires du journal L'équipe de Lénine en ukrainien. Je leur dis, vous êtes fous ou quoi? Dans toute notre cour, il n'y a que 2 personnes qui lisent en ukrainien. À Kharkov, c'est pas coutume. En plus, ce journal, c'est de la merde. Les gens veulent s'abonner au Komsomolskaya Pravda, qui était alors un journal décent et pas une feuille jaune. Et argument est fait, l'édition la plus populaire avec le tirage de 30 millions d'exemplaires qui montrait effectivement ce qui se passait dans le monde entier. C'est ce qu'ils veulent, dis-je. Mais on peut pas, la ligne du parti. Votre ligne du parti, j'en ai... À ce moment, j'étais plein d'idéologie. J'ai eu une expérience militaire. Je comprenais ce qui est la patrie. J'ai vu comment on meurt pour elle. J'ai enterré des amis. Et ces fonctionnaires du parti, ils s'en foutaient de l'idéologie, vous comprenez? Et en même temps, on a commencé à détruire l'économie planifiée. Il était difficile de l'organiser, car il n'y avait ni ordinateur, ni internet, rien dans un pays vaste.
Et lorsqu'on a commencé à détruire ces mécanismes idéologiques, les élites nationales profitant du mécontentement de la population, dont l'alimentation commençait à manquer, et de la faiblesse du pouvoir central, ont tiré la couverture chacun à soi, et nos partenaires occidentaux l'ont applaudi avec ferveur. Et là, il ne faut pas faire d'illusion que c'est le mérite de l'Occident. Chaque État, société ou même famille a ses propres ennemis. Et si vous devenez faible, on vous enlève votre belle femme. Là, il s'est passé la même chose. Ce qu'on pouvait enlever, on a enlevé. C'est pourquoi la Russie est restée finalement traquée de tous les côtés et a dû, dans les années 80, adopter le modèle occidental de l'économie libérale de marché. Et ça permettait dans les années à venir de mettre en marche cette pompe qui n'arrêtait pas de tirer des ressources de la Russie. Mais il s'est avéré que ça ne marchait pas sur le territoire russe pour des raisons objectives. D'abord, c'est un grand pays où vivent 150 millions d'habitants. C'est pas l'Europe où sur un petit territoire vivent 600 millions. En outre, contrairement à l'Europe, il y a là toutes les ressources. Et quand ce modèle a commencé à se former, avec des oligarques pro-occidentaux servant de maillot intermédiaire pour pomper de la Russie de l'argent, des ressources et tout le reste, sont arrivés des oligarques locaux qui ont gagné en force et qui ne comprenaient pas bien à quoi bon partager les bénéfices avec ces oligarques occidentaux si l'on pouvait avoir plus. Et vers la seconde moitié des années 80, ce système s'est détraqué. C'est-à-dire les oligarques locaux qui ne voulaient pas être maillot intermédiaire dans cette pompe mais avoir tout pour eux, ils ont amené Poutine et ce modèle qui était né à la fin des années 80 et qui ne présumait pas le partage avec l'Occident, mais l'enrichissement des oligarques nationaux. Et par conséquent, ces oligarques nationaux, en contradiction avec le modèle occidental, ont perdu le support de l'Occident. Alors se manifestent les particularités de la Russie. L'appareil d'État commence à se renforcer. Il dit, à quoi bon ces oligarques parmi nous? Ce Berezovski qui signe les accords de Khasavyurt, toute cette bacchanale, ces incendies aux frontières organisés par nos partenaires occidentaux avec la participation de Berezovski, Khodorkovsky et leurs pareils. Alors on tranche. Il faut avoir un pouvoir d'État fort et les oligarques devraient être reconvertis en milliardaires, c'est-à-dire écartés de la prise des décisions, car autrement, on les achète d'une façon ou d'une autre, et ils commencent à agir contre les intérêts de l'État. Ce n'est pas une question de personnalité, je suis loin de croire en personnes idéales, il n'y en a pas. Mais le point capital est que du point de vue objectif, les intérêts du pouvoir russe entrent en contradiction avec ceux des oligarques voulant travailler pour l'Occident. Et ils commencent toujours à travailler pour l'Occident une fois arrivés au pouvoir. Voilà pourquoi il est apparu de gros milliardaires qui sont toutefois écartés du pouvoir. Et ce système aujourd'hui commence à trembloter car il n'y a pas cette idéologie qui est indispensable pour la Russie. Et là nous arrivons au thème du troisième épisode de notre émission. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter ce nouveau monde qui est en train de naître sur les débris de l'Ukraine? C'est une grande question à part, bien intéressante, et on l'évoquera dans la troisième partie.